Well, welcome to our first session of the Yellow Stage for this afternoon. Thank you, thank you. Far too kind. Um, our presentation title for this afternoon is Power Grid Containment Test. Hydro-Québec achieves a world first. We're very lucky to have with us Jean-François Morin, who is the Vice President of Digital Technology at Hydro-Québec, and Mario Tanguay, who is the CISO officer at Hydro-Québec. Monsieur Morin was appointed Vice President Digital Technology at Hydro-Québec in June 2022, after having served as Vice President Information and Communication Technologies from 2021 to 2022. In this capacity, he spearheads the company's ongoing digital shift, sees to the security of its systems and networks, and ensure that it has the technological and digital means to successfully carry out its business operation. And Mr. Tanguay has been with Hydro-Québec himself for 30 years and is currently the CISO officer. They're going to speak with us for about 30 minutes, so please join me in offering them a warm welcome. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis avec M. Mario Tanguay qui s'est habillé exactement comme moi aujourd'hui. Donc, on va être les deux à venir parler de sécurité. Donc, une passion que nous avons tous les deux à travers nos années en TI. On va vous expliquer notre test de confinement qu'on a fait cette année. Mais avant ça, je voudrais présenter quand même Hydro-Québec. Vous allez comprendre la complexité de notre test de confinement avec l'ampleur des installations d'Hydro-Québec. Donc, Hydro-Québec, c'est environ 21 000 employés. C'est un actif de 83 milliards à peu près. On verse au gouvernement environ 5 milliards de dollars. C'est une puissance installée de 40 000 MW, 61 centrales, 35 000 lignes de kilomètres de transport, 15 interconnexions avec les marchés voisins, 4,5 millions de clients, 227 000 kilomètres de lignes de distribution. Vous allez entendre beaucoup de chiffres, mais ça va vous donner la complexité, comme je mentionnais tantôt, de nos installations. Donc, Hydro-Québec aussi, et c'est le plus... Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais Hydro-Québec, c'est l'un des plus vastes réseaux de télécom privés d'Amérique du Nord. Donc, il y a plus de 835 sites. Il faut bien comprendre que quand on fait qu'on exporte de l'électricité ou qu'on distribue à travers le Québec, on a besoin d'une ligne de télécom pour s'assurer de nos outils, de savoir où qu'on exporte, etc. Donc, la télécom est vraiment importante dans cette partie-là. Donc, il y a plus de 14 000 km de liaison optique, plus de 12 000 km de liaison hertzienne, 200 sites de radio mobile de communication. Donc, vous voyez, puis les sites, souvent, sont dans le nord. Donc, on prend des hélicoptères, des motoneiges. Donc, c'est quand même, encore une fois, une complexité. Vous le savez, c'est une industrie en pleine transition énergétique. Hein, on voit les autos électriques, on voit des gens qui ont des panneaux solaires. Vous connaissez sûrement notre application ILO, la tarification dynamique. Donc, de plus en plus, il y a une complexité, mais le monde change. Hydro-Québec doit s'adapter à ces nouvelles technologies-là, à des objets connectés. Donc, on dit plus d'objets connectés, veut dire plus de risques de cybersécurité. Donc, il faut être vraiment vigilant de ce côté-là. Donc, tous les moyens dans l'avenir vont être un peu... on va avoir peut-être des petits producteurs de maisons qui vont vouloir interconnecter avec Hydro-Québec. Donc, vous le savez, on va pouvoir avoir avec ILO, justement, des suggestions de votre consommation, peut-être des tarifs. Notre présidente, Sophie Brochon, en parle souvent. Au Québec, on est chanceux, on a une énergie renouvelable, verte, mais c'est sûr qu'il faut y faire attention, puis il faut être stratégique de la manière qu'on vend notre électricité puis qu'on distribue notre électricité. On a des tarifs très bas. Ça nous fait penser aussi au futur par rapport à quand est-ce qu'on atteint la pointe. Donc, il va y avoir plein de nouveaux outils informatiques, technologiques, numériques qui vont se développer à travers les années. Chose importante, quand on va développer ces applications-là, ça va être des applications excessivement sécuritaires. Le groupe Technologie numérique, c'est environ 2 900 employés avec des gestionnaires passionnés.
Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, avec les compteurs intelligents, on transite à peu près 1 milliard de données qui nous arrivent à Hydro-Québec pour analyse. Donc, 1 milliard des compteurs de données, on intercepte ça dans une fondation analytique, puis on fait beaucoup d'analyses par rapport à les données sur les compteurs et surtout la transmission de données est importante de ce côté-là. Donc, on a 60 000 requêtes annuelles, c'est sûr, plusieurs 14 500 km de fibre optique, des compteurs intelligents, vous le savez, 3 600 000 qui communiquent avec nous, 500 postes électriques, des sites de télécom. Donc, là, je vous épargne, on va s'en aller directement à cybersécurité. Là. Encore une fois, un petit peu de statistiques, mais vous allez comprendre, on a environ, là, en détection, là, des alertes 350, 160, protégés, oubliez là, des 7 millions. On a beaucoup de statistiques par rapport à ça, mais regardez la ligne du bas. On a quand même à Hydro-Québec 27 000 postes de travail. On a 11 000 cellulaires. On a 10 300, je trouve ça très précis, là, mais 10 373 serveurs. On a 2 341 applications. Puis je peux vous le dire, ça fait juste monter, puis c'est pas ça qu'on veut. On va essayer de réduire le nombre d'applications. Donc, dans un contexte d'une seule roue, on va réduire ça. Mais c'est énormément de défis d'avoir un parc technologique. Et vous le savez, on a beaucoup d'attaques dans les dernières années, puis dans les derniers mois, puis les dernières semaines. C'est toujours en augmentation, là. Puis on est ciblé comme d'autres, mais on est ciblé aussi parce qu'on est une cible d'attaque. Vous comprenez qu'Hydro-Québec, avec toute cette distribution-là, et aussi on exporte aux États-Unis. Donc, il faut être très, très, très vigilant en cybersécurité. Donc, avec la transition énergétique que je parlais tantôt, ça ne sort pas de nulle part, ça sort de notre plan stratégique 2022-2026, dont est un moteur de la décarbonisation. Préparer notre réseau aux besoins énergétiques et technologiques de demain, donc ça fait tout son sens là, du côté de chez nous. Accroître la prospérité collective du Québec, engager notre clientèle, nos employés dans la réalisation de nos ambitions. Mais regardez les autres, là, la résilience du réseau. S'assurer qu'on soit capable de faire face aux cyberattaques. Écoutez, vous l'avez vu dans les derniers événements de d'autres entreprises, là, être attaqué, c'est vraiment pas le fun. Donc, être attaqué, souvent, on est à l'aveugle. Ce qu'on travaille fort à Hydro-Québec, c'est justement s'assurer que ces attaques-là, on soit capable de les cibler, puis on va le voir tantôt avec le test de confinement, mais de confiner les portions de postes ou d'endroits à travers le Québec où il pourrait y avoir du confinement. Donc, la fiabilité est super importante. La performance, une des choses qu'on mise beaucoup puis qu'on investit beaucoup, c'est sur l'automatisation puis l'intelligence artificielle. Vous savez, en cybersécurité, c'est avec ces centaines de millions d'attaques qu'on a, humainement, c'est pas possible de le faire. Il faut s'outiller de l'intelligence artificielle qui vont nous permettre justement de détecter ça. Et plus tard, on verra, mais peut-être qu'il pourrait même automatiquement confiner des portions du réseau, là. Donc, c'est vraiment de ce côté-là. Le décloisonnement de la donnée, j'en ai parlé tantôt. On est en train de digitaliser tout le réseau d'Hydro-Québec. Donc, tout le système de conduite du réseau, avant, c'est très mécanique. Le système de demain va être un logiciel. Donc, Hydro-Québec, à la fin, dans quelques années, va devenir une très, 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 très grosse entreprise informatique. Tout va être digitalisé. Donc, c'est sûr qu'on a à changer. On regarde nos carrières, on regarde vers où on s'en va. On s'est donné un plan stratégique 5 ans, mais je peux vous dire qu'on travaille déjà dans la vision 2050 présentement pour s'assurer du virage technologique numérique d'Hydro-Québec pour réussir ce virage-là. Donc, pour faire ça aussi, le décloisonnement de la donnée. La donnée, c'est rendu un actif qui est rendu l'actif probablement le plus important d'une entreprise. Donc, vous allez comprendre qu'une fois qu'on va avoir digitalisé le réseau, aujourd'hui, on reçoit 1 milliard de données par jour. Attachez votre sucre, on va en avoir des milliards de données à analyser. Puis ça, c'est bon pour tout le monde. Puis c'est bon parce que, tu sais, on va analyser justement avec la météo, on va regarder par rapport à avec la température, l'historique. On a déjà commencé à mettre des capteurs un peu partout dans nos centrales pour s'assurer que la maintenance se fait au bon moment.
Aujourd'hui, la maintenance se fait souvent dans les entreprises à cycle régulier, aux 2 ans, aux 3 ans. Maintenant, avec des capteurs, on est capable de voir la défaillance, on est capable de voir la météo, on est capable de voir l'historique. Donc, c'est beaucoup plus efficace de faire de la maintenance maintenant d'une fonction numérique. Mais vous comprenez que quand on met des capteurs partout, bien, il y a un enjeu de cybersécurité. Donc, on y arrive. En regardant le marché puis en regardant les avertissements un peu partout dans le monde, on ne fait pas ça tout seul, Hydro-Québec, on est associé avec beaucoup d'organismes là, nord-américains, européens, canadiens, québécois. Et il y avait beaucoup de pas d'attaques, mais je vous dirais de discussions par rapport aux attaques potentielles. On le voyait sur le terrain, mais on voyait aussi que les Américains ont demandé par des directives très précises de faire des inventaires de tous leurs actifs énergétiques. Donc, parce qu'il y avait des informations comme quoi que les utilités publiques, les utilities, pourraient être attaquées dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc, cet automne, quand on a commencé à regarder ça, on s'est dit comment on pourrait se protéger contre une attaque cybernétique mondiale. Aujourd'hui, on a à tous les jours, on a aux semaines, peut-être aux mois. Mais si c'est une vraie attaque, puis très organisée, il faut vraiment faire des tests par rapport à ça. Je vous dirais, antérieurement, Hydro-Québec, on faisait des tests qu'on appelait des tours, des tours de, pas des tours de table, mais on faisait des tests autour de table qu'on appelait, puis c'était plus, ceci est un exercice, puis bon, ben, c'était pas réel. Quand on est rentré en place, on a lancé l'idée, bien, pourquoi pas le faire pour de vrai? Et je vous dirais que les regards étaient... on avait une présidente que oui, puis elle voulait absolument qu'on teste, mais c'est sûr que quand on est arrivé sur le terrain, puis on leur a dit, « Hey, mes amis, on va faire un test de confinement, puis on va fermer Internet, puis on va isoler Hydro-Québec du reste du monde. » Ils nous ont regardés. Ils ont dit, « Vous n'êtes pas sérieux. Vous allez vraiment vouloir faire ça? » On a eu des discussions et des discussions. Et c'est là qu'est arrivé le test de confinement qu'on a décidé de faire. Mais ça se fait en plusieurs mois. Ça a été des grands mois de préparation. Donc, on a pris un scénario de type sabotage dans lequel un acteur malveillant tente de prendre le contrôle électrique à partir de l'externe. Donc, c'est à peu près ça, de toute façon, qui va arriver si un jour on est attaqué, là. Donc, on a coupé complètement le web, l'Internet pendant 4 heures de temps. Moi, je m'en souviens encore, là, parce qu'on le fait pour minimiser le risque, on le fait la nuit. Donc, on le fait la nuit, mais moi, je peux vous dire qu'on l'a fait en 8 étapes de coupure de télécom d'Internet, donc dans des régions très précises, puis on y allait étape par étape, comme une opération chirurgicale. Là. Mais à chaque étape, on se laissait à peu près 15 minutes une fois qu'on avait coupé un lien de télécom. Et on se regardait tous dans la salle, puis on se disait, y a-t-il quelque chose qui se passe sur le terrain? Il faut comprendre que les gens, ils étaient quand même tous en plan d'urgence partout. C'est plus de 500 personnes qui étaient réparties un peu partout au Québec pour s'assurer. Parce que pensez-y, là, on coupe Internet, puis vous le savez, on a plein d'applications infonuagiques, on a des SAP de ce monde coupées. Les monteurs de ligne, eux autres, c'est des tablettes, donc reliés souvent par de l'info nuagique, qu'on a tout coupé, là. Donc, c'est sûr que là, on était aveugle sur le terrain. Les gens, s'il y avait une panne, on n'était pas... Infopanne ne fonctionnait pas. Le site d'Hydro-Québec ne fonctionnait pas. On était complètement isolés du monde. Là. Donc, tout ça pour vous dire que quand on a coupé le 8e lien, on nous a envoyé le centre de technologique qui regarde toutes les applications et le tableau, pour la première fois de leur vie, était tout rouge. Toutes les applications administratives étaient tombées, puis c'est normal, on avait coupé les liens Internet. C'est de là qu'on voit tout l'effort que toutes les entreprises ont fait pour faire de l'info nuagique, mais on avait à protéger notre chaîne de montage électrique. Donc, c'est un peu... L'électricité continuait à fonctionner, mais on avait quand même certains risques par rapport à tout ça. Donc, je vous l'ai mentionné tantôt, c'est une très grande mobilisation d'à peu près 500 personnes. Je vais passer rapidement, vous le voyez au tableau. On ne fait pas ça tout seul, j'en l'ai mentionné tantôt, j'essaie d'accélérer pour s'il y a des questions. Là. On a des alliés partout dans le monde, on a des alliés, le gouvernement du Québec très aidant. Maintenant, ils ont la cybersécurité très à cœur, donc on est des alliés avec eux. On travaille très fort ensemble.
Les systèmes, ça a ciblé 1200 systèmes sur les 2834 qu'on avait tantôt. Là. Je ne me rappelle pas du chiffre exact, là, mais pour comprendre cette ampleur-là. Donc, on l'a fait en trois. On l'a fait dans grandes étapes de préparation qui ont duré 3 mois. Donc, je vous passe ça rapidement. Là. C'est beaucoup, beaucoup de revisions, de communication, d'ajustements. Et surtout, on avait des plans de communication interne-externe. En fait, les plans de communication, on n'a pas divulgué qu'on faisait un test de confinement quand on le fait. On a gardé ça secret pour plusieurs raisons, donc que vous comprenez sûrement. Donc, on voulait s'assurer que si jamais on avait une panne causée par le confinement, bien, qu'on puisse répondre en termes de communication. Mais aussi, c'est que on avait, quand on a fait ces étapes-là, on avait une étape de go-no-go météo. En fait, on ne voulait pas se faire prendre dans une tempête, puis qu'on n'était pas sûr si c'était le test de confinement qui a créé les pannes ou pas. On l'a reporté une fois. Donc, on l'a reporté, puis on a bien fait parce qu'on a eu plein de pannes du côté de Moronite. Je pense qu'il y avait eu une mini-tournade, là. Donc, on a pris une décision que je qualifierais d'intelligence et sage. Donc, les risques, j'en ai parlé tantôt. C'était des pannes qu'on pourrait juger imprévues, des pannes provoquées par l'exercice de confinement, insatisfaction de nos grands clients. Puis, il y avait aussi le risque d'une cyberattaque en même temps. Alors, nous, on était confinés, donc on était quand même un peu vulnérables parce que nos outils de cybersécurité étaient quand même aussi, entre guillemets, confinés. On a pris des moyens de mitigation, c'est sûr, là. Puis bon, c'est les pannes aussi technologiques, là, quand on comprend qu'on en avait plein, mais on avait pris que tout ce qui était côté administratif, en dedans de 4 heures, c'était vivable. En dedans d'une journée, je ne suis pas convaincu qu'on pourrait vivre pendant longtemps confiné. On va voir dans la dernière slide c'est quoi notre ambition puis notre rêve. Le post-mortem de tout ça, je vous dirais, puis c'est le nerf de la guerre de toutes les entreprises, c'est la décision, l'arbre de décision. On a eu je vous dirais, on a eu de bonnes discussions par rapport à ça. Moi, je suis un gars assez impatient dans la vie. Quand il va y avoir une cyberattaque, on ne peut pas niaiser, puis on ne peut pas se prendre des comités puis décider est-ce qu'on confine telle partie ou pas. De grandes discussions avec le conseil d'administration d'Hydro-Québec aussi par rapport à ça. Qui a le droit d'autoriser puis de confiner? Ce que je vous dirais, c'est qu'il faut le faire très, très rapidement. Puis quand on parle de minutes, là, on ne parle pas d'1 heure pour prendre une décision en cyberattaque. Vous l'avez vu avec d'autres entreprises. Puis tous ceux qui l'ont vécu ont tous mentionné que c'était la vitesse d'exécution qui est la recette du succès par rapport à ça. Mais il faut en avoir une recette en passant, mais une fois qu'on a la recette, c'est la chose. Donc, la poursuite des tests. Notre objectif, c'est de vivre plus longtemps que 4 heures en confinement. Donc, ça va tout être un défi. On va refaire des tests, mais l'objectif principal, là, c'est d'arriver de façon majeure sur une plus longue période, puis de déclencher ça sans délai, puis rapide et efficace. Et je vais vous donner le vrai rêve que je dis à tout le monde. C'est d'avoir un gros bouton qu'on peut peser dessus, comme bureau en gros, par exemple. Un gros bouton rouge, là, qu'on voit ça dans les films, là, puis qu'on peut se confiner en quelques secondes. Donc, les équipes travaillent fort. C'est pas simple de faire ça. Il va falloir voir comment on va sécuriser, par exemple, pour les monteurs avec le tablette parce qu'ils vont être en l'info nuagique. Mais l'objectif ultime, c'est d'être capable d'être confiné pendant une longue période de temps, jusqu'à temps qu'on soit capable d'être en mesure en cybersécurité, puis que Mario et son équipe nous mentionnent, c'est bon, on peut repaiser sur le bouton 2 fois. Je ne sais pas si ça va être la recette, c'est 2 fois, ça revient, là, mais on trouvera bien la recette pour ça. Donc, c'est les exercices qu'on a faits. Je peux vous dire qu'on a eu chaud, mais j'encourage toutes les entreprises et tous les organismes à faire ça. On n'a pas trouvé réellement, à part quelques compagnies là, qui avaient essayé de le faire pendant une certaine période de temps, mais je pense que ça serait sage pour les entreprises au Québec, au Canada, de commencer à faire des exercices comme ça parce que ces attaques-là, c'est pas que ça n'arrivera pas, ça va arriver. Donc, je vous conseille fortement d'arriver avec vos équipes à des scénarios de confinement, puis de vous assurer, comme une chaîne de montage, nous autres, la chaîne de montage, c'est le électrique. Donc, on protège l'électrique, on continue à faire passer le courant, puis on va essayer de s'organiser pour qu'on soit capable de vivre le plus longtemps possible dans un confinement à Hydro-Québec.
M. Morin était très généreux avec son temps pour les questions. Donc, si vous en avez, vous avez des microphones. En fait, vous avez ici à votre gauche, ici à votre droite. Juste vous avancer, poser la question en français ou en anglais. Il y a des traductions. Juste à aller au micro, monsieur. Ma question est, je suis dans une compagnie où on regarde beaucoup ce que vous faisiez, ce que vous faites, surtout en cybersécurité. J'aimerais savoir le coût de cette opération-là de tout isoler. Pouvez-vous nous donner une idée? Parce qu'on vous prend un exemple. C'est quoi le coût? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, le coût, c'était gratuit. Non. Sérieusement, Jean-François, tantôt, on en a parlé. Ça a mobilisé près de 300 personnes pendant 4 mois à la préparation. Et par la suite, lors du test, qui a duré 4 heures, mais dans le fond, la durée était beaucoup plus longue que ça parce qu'il y avait des préparations, puis après ça, des closures avec 500 personnes. Donc, calculer à peu près le nombre d'heures puis le nombre de personnes, vous pouvez voir qu'est-ce que ça représente comme coût. Mais j'aime moins ça parler de coût, j'aime mieux parler de bénéfices. Puis le bénéfice était vraiment très grand de faire ce test-là, juste en termes de culture et de démonstration que c'était faisable. Bonjour, félicitations pour l'exercice. Je pense que c'est un exploit qu'Hydro-Québec a réalisé. Fait que chapeau pour votre équipe. Merci. Vraiment content C'est comme un travail citoyen et d'équipe. comme client d'Hydro-Québec. En fait, moi, je trouve ça, tu sais, en communication, ça demandait comment communiquer, mais honnêtement, tu sais, ça devrait, tu sais, pour les Québécois, être fiers, puis dire ils l'ont pris au sérieux, puis, tu sais, ça devrait même, tu sais, vous dire, non, tu sais, c'est vraiment une bonne idée qu'ils ont eue, parce que ça renforce, tu sais, on le sait qu'on ne veut pas ça, une panne causée par la cybersécurité. On ne veut pas de panne, de toute façon, Hydro-Québec, là. Donc, c'est en termes de com, je pense que ça devrait être rassurant pour les Québécois. Tout à fait. Ma question est la suivante. Travaillant dans le domaine des TI depuis longtemps, on sait que quand il y a des pannes, quand on planifie faire des coupures comme ça, souvent la coupure va bien, on vit l'événement. Souvent, c'est le rétablissement. J'aimerais savoir au niveau du rétablissement, là, comment ça s'est passé. Y a-t-il des enjeux, des embûches? Parce que c'est souvent ce qu'on voit dans l'univers des TI. Oui, bien, globalement, on fait beaucoup quand même de tests d'arrêt, départ de nos systèmes TI. On a un calendrier annuel qui nous permet de tester beaucoup ce genre de, soit des plans de relève ou des arrêts départ d'application pour s'assurer la continuité de service. De ce côté-là, il y avait moins d'inquiétude pour la partie TI. On était assez confiants. Quand on est revenu, c'est revenu tel qu'on le prévoyait. On avait tous les gens, dans le fond, les experts des domaines puis des applications qui étaient présents sur place pour s'assurer que tout remonte dans le bon ordre. De ce côté-là, il n'y avait vraiment pas d'inquiétude. La partie où on était plus inquiet, c'est pas parce qu'on ne connaît pas, c'est quel impact ça pourrait avoir sur les technologies opérationnelles. On avait une bonne idée de savoir qu'il ne se passerait rien, mais c'est des réseaux puis des systèmes qui sont complexes. Mais ça s'est très bien passé. Il n'y a vraiment eu aucun impact au niveau du réseau de ce côté-là. Donc, ça s'est bien passé, finalement. Oui, moi, j'aimerais savoir. Excusez. J'aimerais savoir, il y a eu sûrement des leçons apprises qui sont ressorties très fortes pendant cet exercice-là. J'aimerais savoir ce que vous avez appris pendant l'exercice de coupure, mais aussi sur la façon de le préparer puis sur les reprises. Bien, comme Jean-François a expliqué durant la présentation, la grande difficulté qu'on a trouvée, c'était au niveau décisionnel. Puis c'est vraiment intéressant, c'est dans le sens où est-ce que qui dit go pour couper? Dans le fond, qui dit go pour appuyer sur le kill switch? Donc, c'était, on n'était pas dans une vraie attaque, c'est la chance qu'on avait, mais est-ce que c'était le CIO qui disait go? Est-ce que c'était le responsable des mesures d'urgence d'Hydro-Québec? Est-ce que c'était la présidente? Donc, ça, on n'avait pas 100% la réponse. On a précisé ça, parce qu'on va en faire un autre test. Donc, on a précisé vraiment les rôles. C'est vraiment la partie qui était la plus importante qu'on a appris. Autre chose, c'est que pendant la coupure, on n'a pas fait de test d'intrusion. Est-ce qu'on était vraiment 100% hermétique? Bien, on pense que oui. Donc, la prochaine fois, bien, on va faire des tests d'intrusion pour s'assurer qu'on est 100% hermétique. Mais ça s'est très bien passé parce qu'Hydro-Québec, on a une très grande culture de mesures d'urgence. On est habitué de gérer des mesures d'urgence, puis c'est historique, là, dans le fond, c'est vraiment dans la culture. On a associé nos mesures d'urgence en termes de cybersécurité avec les équipes,
Puis ça s'est déroulé quand même assez bien. Do we have other questions? Est-ce qu'on a plus de questions? Ne soyez pas gênés. On a le temps, c'est rare. Oui. Bon, on a plein de réponses, nous autres. Écoutez, moi, j'en ai une question dans ce cas-là. Oh non. Non, mais je vais suivre la question de monsieur. Il y a les choses que vous saviez et que vous attendiez ou que vous espériez voir. Moi, ce que je suis curieux, c'est, au cours de ce test-là, est-ce qu'il y a des choses que vous n'étiez pas au courant qui sont ressorties et puis que vous vous êtes rendu compte un peu durant le test? Oh, OK, ça, c'est important de savoir ça pour le futur, autre que, par exemple, qui va peser sur le bouton ou rien. Là. Un unknown, comme on dit, là, qui vous a... Là, qui est apparu durant le test? Oui, tout à fait, mais si je te dis, je vais être obligé de t'éliminer. Mais non, sérieusement, on a découvert des vulnérabilités, en effet, sur certains systèmes qui sont quand même assez importants au niveau des technologies numériques. Donc, on a rapidement déployé un plan d'action pour résoudre ce problème-là. On a eu des craintes pendant qu'on faisait les étapes. Il y a un système qui était instable, on l'a adressé, puis on a réussi quand même à le contrôler pendant le test. Puis maintenant, bon, on a mis en place les différentes mesures pour s'assurer qu'au prochain test, bien, cette problématique-là va disparaître. C'est normal. La date de ce prochain test-là... C'est d'ici 2855, inquiétez-vous pas. On va pas communiquer, vous savez pourquoi, mais on va continuer à faire des tests. Et notre engagement, c'est d'en faire plusieurs par année pour, dans le fond, c'est développer le muscle. L'objectif, c'est que ça devienne naturel. Monsieur, vous allez notre dernière question pour aujourd'hui. Votre scénario de risque, à la base, c'était un acteur externe. Est-ce que c'est prévu au moyen long terme de refaire ce test avec une perspective avec un acteur malicieux interne, puis en fait essayer de recouper des accès ou plutôt segmenter, mais certaines parties, comme pour isoler une menace interne? On va avoir, je le mentionnais un peu tantôt, là, la segmentation, là, c'est qu'on pourrait avoir, exemple, notre institut de recherche qui soit contaminé, mais on ne veut pas arrêter Hydro-Québec au complet. Fait qu'on va avoir vraiment des recettes par région, par secteur, par édifice. Donc, c'est sûr que si on a une menace interne, on va essayer. Puis c'est pour ça que faut être excessivement rapide, parce qu'on ne veut pas que ça se propage, là. Fait que, tu sais, un rêve, c'est qu'on aurait tous les bâtiments, tout ça, puis on verrait, tu sais, où est-ce que c'est confiné, puis qu'on est complètement sûr, puis qu'automatiquement, il y a une règle, tu sais, de confinement qui se fait là, de façon logicielle, automatique, là. Merci. Dans le fond, le scénario qu'on a pris, c'est le scénario qu'on connaissait, qui était plus probable, qui était plus facile aussi à expliquer. L'objectif, c'est aussi... c'est de la formation, hein? C'est le changement, tout ça. C'est-à-dire que si tu arrives des scénarios de James Bond, les gens ont de la difficulté à embarquer dedans. Donc, on est arrivé avec un scénario qui était le plus probable pour nous autres. Monsieur Morin, Monsieur Tanguay, merci beaucoup. Merci. Je pense que ça mérite une excellente main d'applaudissements. Merci beaucoup.